Grothendieck en 1960-1961. Ce qu'il voulait faire, c'était d'avoir une théorie abstraite, axiomatique, de la notion d'image réciproque. Presque une année après, il a eu un éclair de génie et il a montré que, moyennant une construction due à lui, c'est ce qu'on appelle maintenant la construction de Grothendieck, on était amené à l'étude des catégories fibrées. L'idée d'image réciproque, telle qu'elle se présentait à Grothendieck, était la suivante. On avait des catégories et on avait des flèches qui permettaient à chaque objet d'une catégorie au-dessus de cet objet-là de fabriquer une image réciproque qui était un objet au-dessus de cet objet-là. Ça prend quelle forme quand on veut être rigoureux? Ça prend la forme de ce qu'on appelle un pseudo-foncteur, c'est-à-dire on se donne une catégorie de base et quelque chose qui serait presque un foncteur de cette catégorie de base dans la catégorie, un foncteur contravariant dans la catégorie des catégories. À chaque objet, ici, de la catégorie de base, on associe une catégorie, disons des structures au-dessus de cet objet, pour parler de manière naïve, et à chaque flèche toujours de la catégorie de base, si on se donne une structure là-dessus, on lui associe une image réciproque qui sera l'exemple le plus. Je vais donner deux exemples extrêmement simples. L'un est la notion d'espace topologique, où on a l'idée d'image réciproque. Ici, c'est la catégorie des ensembles. Ici, en haut, c'est les espaces topologiques. Au-dessus de chaque ensemble, on peut regarder les topologies sur cet ensemble. Si on se donne une application d'un ensemble A' dans A et une topologie ici, on a la notion de topologie image réciproque. Ça, c'est un cas extrêmement simple parce que les fibres ici, c'est les topologies sur un ensemble et par conséquent, c'est une catégorie certes, mais c'est un ensemble ordonné. Les topologies sont ordonnées par inclusion. Mais un deuxième qui est peut-être un peu moins trivial et bien connu quand même, c'est le suivant. Ici, on va mettre les anneaux. Ici, on va mettre les modules. Si on prend un anneau A, on va avoir les A modules au-dessus de A. Si on a un homomorphisme d'anneaux de A' dans A, et si X est un A module, on peut en déduire un module image réciproque en faisant opérer A' sur X, simplement en posant, si X est un élément de grand X et A' est un élément de grand A', en posant A'X égale, donc nouveau module, là, A'X égale f de A', qui sera donc dans A, que multiplie X. Et ça a un sens, puisque grand X était un A module. Alors pourquoi pseudo-foncteur? Parce que ce qui va se passer, si on veut regarder correctement la notion d'image réciproque,
c'est voir ce qui se passe quand on a un A seconde et puis un F' ici. Ben, si on prend un X au-dessus de A, si on prend F étoile de X, puis F' étoile de F étoile de X, ça n'est pas égal à F' étoile de X, mais c'est isomorphe par un isomorphisme bien déterminé qui vérifie des conditions de cohérence. C'est pour ça que c'est un pseudo-foncteur et non pas un foncteur. D'accord ? C'est un foncteur à isomorphisme près, c'est-à-dire que le composé de deux flèches n'est pas la flèche de composé, mais isomorphe, par des isomorphismes donnés dans la structure. Bien, alors ça c'était la définition que Grothendieck avait donnée de l'idée d'image réciproque en 1960. En 61, c'était ça, ce que j'ai appelé l'éclair de génie, il a, étant donné un pseudo-foncteur comme ceci, il a associé à un tel pseudo-foncteur une catégorie. Et qui va être une catégorie fibrée, et il a expliqué ce que ça voulait dire. Alors comment on fabrique? De nouveau, c'est des rappels de choses qui normalement devraient être connues, donc je ne peux que faire des choses imagées, sans rentrer dans les détails, sans faire de démonstration. Comment est-ce qu'on fabrique cette catégorie? Les objets, donc on suppose qu'on a un pseudo-foncteur de la catégorie de base, mettons grand A, un pseudo-foncteur dans 4, donc de A hop dans 4, puisque c'est contravariant, on va lui associer, ou Grothendieck lui associe une catégorie, les objets, alors disons le pseudo-foncteur, on va l'appeler P, mais c'est pas juste, il faut donner les isomorphismes, etc. C'est une machine un peu lourde, vous pourrez trouver ça, c'est vraiment archi connu, vous pourrez trouver ça par exemple dans le livre de Borseux, Handbook of Categorical Algebra, dans le volume 2 du livre de Borseux. Bon, alors, la catégorie, les objets sont les couples d'un objet A de grand A, les couples A, X, où A est un objet de grand A et X est un objet de P de A. P de A, on va l'appeler la fibre au-dessus de A. Si on a maintenant deux tels objets, voici X au-dessus de A, voici X' au-dessus de A'. Qu'est-ce que c'est qu'un morphisme de A' X' dans A
X. La réponse est à peu près évidente. C'est un couple alpha et F, où alpha est un morphisme de A' dans A, et F est un morphisme de X' dans F étoile, dans alpha étoile, pardon, de X. C'est des vérifications assez triviales. Il faut encore définir la composition, mais je ne le fais pas. Et tout ça est maintenant archi-classique. C'est des vérifications assez triviales de voir que comme ça, on obtient une catégorie que je vais noter GR pour Grothendieck, GR de P. P est un pseudo-foncteur, GR de P, au-dessus de la catégorie de base, grand A, mais qui a une propriété très importante qu'on va voir maintenant et qui va s'appeler une catégorie fibrée. Et à partir de là, Grothendieck et l'école française vont presque complètement oublier la notion de pseudo-foncteur pour raisonner de manière bien plus intrinsèque sur les catégories fibrées. Je vais donc dire qu'est-ce qu'elle a cette catégorie. Alors supposons qu'on ait je vais définir la notion de flèche cartésienne. Je suppose que j'ai une catégorie munie d'un foncteur vers une autre, vers la base. Je ne fais aucune hypothèse. Bon, je vais appeler ces catégories, mettons, ça ne sera plus les mêmes X qu'avant. Donc, on aura une catégorie, mettons, de base, B, ou même, oui, allez, B, et puis une catégorie X, ça va être toute la smala qui est ici, la catégorie X, et on va définir ce que c'est qu'une flèche cartésienne. Alors, je me donne donc une flèche dans X. Je vais l'appeler K pour rappeler le cartésien et je vais définir qu'est-ce que ça veut dire cartésien. Donc une telle flèche est dite cartésienne. Alors je peux regarder d'abord ici la projection, petit p, le foncteur projection. Je peux regarder P de K qui va de P de X' vers P de X, et la flèche K est cartésienne si chaque fois que j'ai une autre flèche de même but et de même projection, donc une autre flèche F, qui a même but que la flèche K, même projection, alors il existe une
et une seule flèche verticale, j'appelle verticale des flèches dont la projection c'est l'identité. Donc, chaque fois que j'ai une flèche qui a même but et même projection, il existe une et une seule flèche verticale qui rend ce triangle commutatif. Ça, c'est pour une flèche cartésienne. Voilà. La définition de ce que c'est qu'une fibration, P est une fibration, au sens de Grothendieck, si et seulement si elle vérifie les deux conditions suivantes. Premièrement, pour toute flèche, pour tout couple X, ici, pour tout couple d'un objet en haut et d'une flèche en bas de but de cet objet, il existe une flèche cartésienne qui se projette sur alpha. Donc, dès qu'on a un objet ici et une flèche en bas de but de cet objet, il y a une flèche cartésienne. Donc ça, c'est la première. Pour aller vite, je dirais qu'il y a suffisamment de flèches cartésiennes. La deuxième condition, c'est que le composé de deux flèches cartésiennes, composables bien entendu, est cartésien. Les flèches cartésiennes sont stables par composition. Ça, c'est la définition de Grothendieck. Alors, première chose, c'est que quand on avait un pseudo-foncteur, la catégorie qu'on fabriquait, dont j'ai parlé tout à l'heure, est toujours une fibration. Deuxième chose, c'est la suivante, et c'est presque dommage. Il est très facile de montrer que quand on a la condition juste celle-ci, la condition 2 est équivalente à une autre condition que je vais écrire. Je vais donner une définition d'une flèche un peu plus forte, ou même beaucoup plus forte que cartésienne. Je vais dire ce que c'est qu'une flèche hyper-cartésienne. H hyper-cartésienne. C'est la chose suivante. Je prends une flèche H de X' dans I.
qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est hypercartésienne? Ça veut dire la chose suivante. Si j'ai n'importe comment une flèche F de Y dans X, n'importe laquelle, pas qui ait même projection que H. Et si j'ai une factorisation de PF à travers PH, alors il existe une et une seule flèche, mettons G, qui rendent ce diagramme commutatif et qui se projette sur phi, pour n'importe quelle factorisation. Très trivialement, de nouveau, désolé, c'est des rappels, très trivialement, toute flèche hypercartésienne est cartésienne, ça c'est trivial, et puis P est une vibration si et seulement si toute flèche cartésienne, cette condition peut être remplacée par le fait que toute flèche cartésienne est hypercartésienne. Et alors là, ça a déclenché, en particulier dans la littérature anglo-saxonne, le changement suivant: on oublie les flèches cartésiennes, ou plus exactement, on baptise cartésiennes les flèches hypercartésiennes. On ne va s'intéresser qu'aux fibrations, par conséquent, c'est pareil, cartésien ou hypercartésien, c'est pareil. Mais, du coup, ça interdit pratiquement toute généralisation, puisque on appelait cartésien ce que chez Grothendieck on appellerait hypercartésien. Bon, il n'y a plus que les cartésiennes, mais elles sont toujours hypercartésiennes. Ça ne permet plus aucune généralisation de la notion de fibration, et c'est ce que vous trouverez dans la littérature, chez John Stone, même chez Borseux, dans la définition de fibration et de la notion de flèche cartésienne, ils ont appelé cartésien ce qui, moi, j'appelle hypercartésien. Et quand on n'a pas affaire à des fibrations, il y a des flèches cartésiennes qui ne sont pas hypercartésiennes. L'exemple le plus simple, pour qu'on voit quand même que ça ne reste pas des abstractions, l'exemple le plus simple, c'est le suivant. Je prends un foncteur P de x dans la base, et je suppose que P est un mono, que deux flèches distinctes n'ont pas la même image par P. À ce moment-là, toutes les flèches sont cartésiennes. En effet, si j'ai deux flèches qui ont même projection et même but, disons, je vais faire l'hypothèse que deux flèches qui ont même but et même projection sont égales. À ce moment-là, n'importe quelle flèche est cartésienne, parce que si j'ai une autre flèche qui a même but et même projection, c'est celle-là, et j'ai la factorisation. Donc, toutes les flèches
sont cartésiennes, et pourtant, il y a des flèches qui ne sont pas hypercartésiennes. Mais évidemment, ça n'est pas une fibration. D'accord ? Donc, si on veut commencer à généraliser la notion de fibration, il faut revenir à la définition de Grothendieck des flèches cartésiennes et regarder qu'est-ce qui se passe quand on a des flèches cartésiennes, lesquelles sont hypercartésiennes ou ne le sont pas, etc. Faire une étude beaucoup plus fine des flèches particulières. Toujours chez Grothendieck, on a oublié, ou on ne parle plus de pseudo-foncteurs à valeur d'en-4, mais seulement de catégories fibrées, il faut voir la construction de Grothendieck permet, ayant un pseudo-foncteur, de lui associer une catégorie fibrée. Mais il a fait aussi la réciproque. Ayant une catégorie fibrée, est-ce qu'on peut lui associer un pseudo-foncteur? Pour montrer que les deux notions sont équivalentes. Et la réponse, c'est oui, pourvu qu'on ait un axiome du choix très, très, très fort. Sans axiome du choix, il n'y a pas d'équivalence. Et là, puisque j'en suis à des comparaisons, dans l'éléphant de Johnstone, il y a une escroquerie absolument monumentale où il affirme cette équivalence après avoir dit dans sa préface « Moi, jamais, 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 je n'utilise l'axiome du choix ». Or, il faut absolument l'axiome du choix pour montrer l'équivalence des deux. Il y a mille et une formes de l'axiome du choix. Je vais en donner une, celle qui sert, c'est la suivante. Si j'ai une application, si j'ai deux ensembles, si F est une application surjective, alors elle a une section. Il existe une fonction S en sens inverse telle que Fs soit l'identité. En d'autres termes, si on aime bien les dessins, voici X, voici Y. Dire que l'application est surjective, c'est dire que si je prends un Y ici, il provient d'un X. Donc si je regarde l'image réciproque de Y, pour n'importe quel Y, elle est non vide, et l'axiome du choix dit, ben bon, j'ai comme ça des ensembles non vides, je peux choisir une fonction qui choisit un point dans chacun de ces ensembles non vides. Un tel choix va me donner la section que je réclame. Bon, alors comment rapidement on passe d'une catégorie fibrée à un pseudo-foncteur moyennant l'axiome du choix? J'ai une catégorie fibrée. Pour chaque couple d'un X ici et d'une flèche en bas d'un A' dans P de X, par hypothèse,
j'ai une flèche cartésienne. Donc, j'ai une surjection des flèches cartésiennes dans les couples comme ceci. D'après l'axiome du choix, je peux choisir une flèche. Donc, pour chaque tel couple, je choisis une flèche cartésienne K qui se projette là-dessus. Et une petite cuisine très simple montre que comme ça, ce K va être, si je regarde la fibre ici, va me définir un foncteur image réciproque de la fibre au-dessus de cet objet, dans la fibre au-dessus de cet objet, et après ça, on déroule très simplement le tapis pour avoir l'équivalent. On va maintenant essayer de voir comment ce genre de choses pourrait se généraliser. C'était ça, puisque ça c'est le vieux, même le très vieux, ça date de 1960-61, c'est-à-dire que ça a près de 60 ans, si je ne m'abuse, et ça n'a pas bougé depuis. Sauf qu'on a fait beaucoup de développement d'études sur les catégories fibrées. Je suis responsable d'ailleurs d'une bonne partie de ces études, des progrès faits sur les catégories fibrées, mais la question qui peut se poser, c'est est-ce que tout ça peut se généraliser et comment? Et c'est plutôt ces généralisations dont je voudrais dire quelques mots. Donc, tout part, avant la généralisation, de pseudo-foncteurs d'une catégorie, mettons, de base, P, un pseudo-foncteur de Beop dans 4. Et à partir de ça, donc, on a fait la construction de Grothendieck et on a trouvé une catégorie fibrée. Comment généraliser ça? Ou est-ce qu'on peut généraliser ça? Il y a beaucoup de façons dont on peut généraliser. D'abord, est-ce qu'on peut remplacer 4 par autre chose? Est-ce qu'on peut faire une construction de Grothendieck en prenant des pseudo-foncteurs, non pas à valeur dans la deux catégories des catégories, mais à valeur dans quelque chose de plus général, et avoir, comme ça, les rudiments d'une théorie. Si on met ici n'importe quoi, la question n'a presque pas de sens. Si on ne dit pas plus que ça, la question n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que la construction de Grothendieck utilise explicitement le fait que pour chaque objet ici, on a une catégorie, on a pris toutes ces catégories, on les a rassemblées, etc. Si ce n'est pas des catégories, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, il y a un élément de réponse qui va être, non pas dire c'est la construction, mais voir quelle propriété universelle a cette construction. Je vais de nouveau, j'aime bien être très 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 élémentaire. Quand on se donne un alphabet, on peut fabriquer, on peut construire, c'est trivial, le monoïde libre engendré par cet alphabet. On écrit juste les mots. Et puis on peut se dire comment ça se généralise. Ça se généralise si on prend une catégorie C quelconque et A
un objet de C, on peut se poser la question, est-ce qu'il existe le monoïde libre engendré par A? Et on ne va pas dire c'est les mots qu'on peut écrire avec les éléments de A. A peut très bien ne pas avoir d'éléments. Ceci étant, le monoïde libre peut exister. Ça, c'est de la théorie bête des catégories, un objet qui a une propriété universelle. Par conséquent, ici, au lieu de dire on prend 4, on va essayer de comprendre quelle propriété universelle a la construction de Grothendieck et se demander ensuite est-ce qu'on peut remplacer 4 par une autre de catégorie de façon à ce que cette propriété universelle existe toujours. Dès 1968, j'ai donné une première réponse à cette question en remplaçant 4 par une de catégorie beaucoup plus grosse dont je vais parler, qui est la de catégorie des distributeurs. Bon, donc, il va falloir de nouveau que je fasse des rappels, entre guillemets, sur ce que c'est que les distributeurs. Alors, j'ai introduit ou inventé les distributeurs en 1967. Plus précisément, en 1967, j'ai écrit un long papier sur les bicatégories et, si l'on peut dire, ce papier était presque une espèce de mise de démarrage de ce que c'est que les distributeurs. J'avais besoin de la notion de bicatégorie et j'ai parlé des distributeurs que j'ai commencé à étudier et que j'ai étudié en détail ensuite. Sauf qu'à l'époque, je n'ai pas appelé ça distributeur, j'ai appelé ça profuncteur. Si j'ai le temps, j'expliquerai pourquoi je rejette profuncteur et je préfère distributeur. Alors là aussi, c'est de l'archiclassique, hein, vous voyez 67, 70, un grand papier sur les distributeurs, etc. C'est pas d'hier. Je vais donner d'abord la définition formelle et je vais expliquer ce qu'elle veut. Ça a 1000 façons d'être interprété. Je vais donner une interprétation qui peut-être vous paraîtra compréhensible. Je suppose que j'ai deux catégories A et B, et je vais définir ce que c'est qu'un distributeur de A dans B. Et je marque ça pour le distinguer d'un foncteur. Ça va être une généralisation d'un foncteur. Alors, la définition formelle, elle va être, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, un peu mystérieuse, et je vais essayer d'expliquer le mystère. Alors, la définition, c'est un distributeur de A dans B, c'est un foncteur, un vrai foncteur, de B op, la duale de B, croix A, dans les ensembles. Ah, comment est-ce que ça peut être vu comme une espèce de flèche
de A dans B, alors que c'est de B croix A dans les ensembles. Ben on va, de nouveau, ça c'est plutôt guide pour l'intuition. Un foncteur de B croix A dans les ensembles, c'est la même chose par adjonction exponentielle que un foncteur de A dans ans puissance B op. Ça, c'est par adjonction cartésienne. Ça va? Donc, de A dans 11 puissance B op. 11 puissance B op, c'est ce qu'on appelle habituellement B chapeau. Donc, un distributeur de A dans B, c'est un foncteur, non pas de A dans B, mais de A dans B chapeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça prend forme? Un objet de B chapeau, c'est un préfaisceau sur B, préfaisceau d'ensemble. On va penser des préfaisceaux sur une catégorie comme des gros objets de la catégorie. Il y a les objets de la catégorie, et puis il y a des gros objets. Les préfaisceaux, c'est des gros objets. Étant entendu que les petits objets, les objets normaux de la catégorie, c'est les préfaisceaux représentables. Donc, un distributeur de A dans B, c'est quelque chose qui, à chaque objet de A, vrai objet de A, associe un gros objet de B. Ça commence déjà à être intéressant parce que ça nous dit tout de suite que ça contient comme cas particulier les foncteurs. Les foncteurs associent à chaque objet de A un objet de B. Un objet de B, c'est un cas particulier de gros objets de B. C'est un préfaisceau représenté par cet objet. Le vrai boulot, c'est maintenant comment ces choses-là se composent. Si je veux penser ça comme une espèce de flèche généralisée de A dans B, puis j'ai une autre psi de B dans C, comment est-ce que je vais définir le composé? Alors, on va essayer de conserver cette intuition des gros objets et des petits objets et la faire marcher et puis donner une autre façon de faire cette composition. Donc, j'ai de A, cette fois-ci des vrais foncteurs dans B chapeau, puis ici de B dans C chapeau. À partir de ça, il faut que je construise un foncteur de A dans C chapeaux. Ça va? Alors, de nouveau, je vais être naïf, hein, tout ce que je peux faire avec le temps que j'ai. Il faut que je fabrique quelque chose ici. Mais un objet de B chapeau, c'est une colimite d'objet de B. Donc celui-là, je peux l'écrire comme, je peux en quelque sorte l'approcher, c'est une colimite d'objet de B, un gros objet, c'est en quelque sorte un agrégat de petits objets. Par conséquent, je connais à chaque A ici, j'ai associé un objet, un gros objet ici,
je l'écris comme une colimite de petits objets, et à ce moment-là, comme ici j'ai des colimites, je peux calculer ce composé-là. Alors, je vous passe les détails, parce que de nouveau, c'est des choses très vieilles et très connues. Les distributeurs se composent et donnent une bicatégorie qui contient les foncteurs comme cas particulier. Bien, on va voir que rien qu'avec le peu que j'ai dit sur les distributeurs, on va commencer à pouvoir généraliser les fibrations à des foncteurs beaucoup plus généraux, et même les foncteurs les plus généraux. Je prends donc maintenant une catégorie X, un foncteur quelconque de X dans une catégorie de base B, mais un foncteur quelconque. Pas une fibration, pas rien du tout, un foncteur quelconque. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au lieu de regarder les choses de haut en bas, on va les regarder de bas en haut. Voyons voir, qu'est-ce que j'entends par là? Je me place dans un objet de la catégorie B. Mettons un objet A ici. Et je lève la tête et je regarde qu'est-ce que j'ai au-dessus de ma tête. Qu'est-ce que j'ai au-dessus de ma tête? Au-dessus de A, je regarde dans X, ben j'aurai tous les objets et les flèches qui se projettent sur A. J'aurai donc la fibre X indice A de tous les objets qui ont comme image A et des flèches qui ont comme image l'identité de A. Je me place maintenant au-dessus d'une flèche. Je prends une flèche alpha de A' dans A et je lève la tête et je me dis qu'est-ce que j'ai au-dessus? J'ai évidemment toutes les flèches qui se projettent au-dessus de alpha. Mais une flèche qui se projette au-dessus de alpha, sa source se projette sur A'. Donc, les sources de toutes les flèches que j'ai là, les sources sont dans X A' et les buts sont dans XA. Et puis les flèches, elles sont comme elles peuvent. Mais elles se projettent sur alpha. Ah. Alors je prends un couple comme ça. X', X, et je regarde quelles sont les flèches de X' dans X qui se projettent sur alpha. Il y a un ensemble. J'ai un ensemble de flèches de X' dans X qui se projettent sur alpha. Ça veut donc dire que pour chaque couple A', A, j'ai un ensemble donc alpha ici, j'ai un ensemble, ben, je vais appeler ça ρ au-dessus de alpha, de X' pour chaque couple X'. Par conséquent, à chaque couple X',
j'ai associé un ensemble. Ça commence à ressembler à un distributeur. C'est contravariant en x', c'est covariant en x, et en plus, si je prends ici une flèche ça se projette sur alpha prime et ça se projette sur alpha, bon, le composé se projette ici, mais de surcroît, si je compose avec une flèche verticale, G', verticale voulant dire qu'il se projette sur l'identité, ben, G, alors on va appeler ça V pour vertical, G, V, F', qui est égal à G, V, F', qui est égal à G', non, ici, G', A, ça, égale G, ici, G, V, F', ben, c'est la même chose simplement en déplaçant les parenthèses par associativité. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si pour chaque couple AA', j'ai un distributeur de XA' vers XA. En d'autres termes, j'ai non pas un pseudo-foncteur de B-op dans 4, comme c'était le cas pour les fibrations, mais j'ai un pseudo-foncteur de B-op dans dist. Et là, inversement, si je me donne un pseudo-foncteur de B-op dans dist, je peux refaire exactement la même construction que ce que j'avais fait dans 4 et obtenir une catégorie au-dessus de B. On avait, je vais noter fib sur B, il a deux catégories, des catégories fibrées au-dessus de B. Et on avait vu, c'est la construction de Grothendieck, que fib sur B est équivalente à pseudo-foncteur ça c'est la construction de Grothendieck. Et maintenant, on a réussi à l'étendre de manière tout à fait considérable, à savoir 4 sur B
les catégories au-dessus de B, j'ai fait aucune hypothèse sur P, c'est équivalent au pseudo-foncteur de Beop, non plus dans 4, mais dans dist. Dist étant la bicatégorie des distributeurs. Je ne fais aucune vérification, c'est très long, c'est très lourd, etc. Mais j'essaye de montrer comment les choses sont naturelles. On a vu, je ne l'ai pas rappelé, mais ça fait partie des rappels, je vais le faire peut-être ici. Je suppose que P et P' sont des fibrations. Ça fait partie des choses que Grothendieck a déjà faites, nous a donné. Il a défini ce que c'est qu'un foncteur cartésien f de x' dans x. La définition est extrêmement simple. Un foncteur cartésien, c'est un foncteur qui rend ce diagramme commutatif, bien sûr, mais qui préserve les flèches cartésiennes. Si c'est une flèche cartésienne ici, son image est cartésienne là. Et maintenant, la question est, qu'est-ce qui va remplacer ça? On ne suppose plus que P et P' sont des fibrations, mais sont des foncteurs quelconques. Est-ce qu'il y a la notion, est-ce qu'il y a la possibilité de définir un foncteur cartésien entre des catégories purement arbitraires au-dessus de x? Et la réponse, c'est oui, on peut définir ce que c'est qu'un foncteur f cartésien. Bien sûr, un foncteur cartésien, que celui soit des fibrations ou non, on a la notion de flèche cartésienne. Pour un foncteur, je l'ai défini de manière arbitraire. On pourrait dire un foncteur est cartésien si il préserve les flèches cartésiennes. Et la réponse, c'est totalement insuffisant. Je vais donner une définition de foncteur cartésien entre des foncteurs purement arbitraires. Je vais essayer de motiver ça ou d'expliquer ça. Toujours, j'aime bien des exemples naïfs, mais qui permettent de comprendre. Si on a des espaces topologiques, et que je vais définir une fonction continue. Bien sûr, une fonction continue transforme toute suite convergente ici en une suite convergente là. Ça, c'est trivial. Mais c'est très loin de suffire pour définir ce que c'est qu'une fonction continue. S'il n'y a pas assez de suites convergentes, je pourrais donner cette définition, ça ne me donnera pas la notion de fonction continue. Il faut qu'il y ait beaucoup de suites convergentes. En d'autres termes, il faut que les espaces soient maîtrisables ou quelque chose comme ça. Il faut une définition spéciale de fonction continue qui entraîne dans le cas métrique la définition en termes de suites convergentes. Ça va être pareil ici. Un foncteur cartésien général
que je vais définir dans un moment, va transformer toute flèche cartésienne ici en une flèche cartésienne là, mais ça ne va pas suffire s'il n'y a pas beaucoup de flèches cartésiennes, c'est-à-dire si ces choses-là ne sont pas des fibrations ou des préfibrations ou des choses comme ça, foncteurs cartésiens, ça ne suffira pas de dire qu'ils préservent les flèches cartésiennes. Je définirai ça tout à l'heure parce que c'est un petit peu compliqué. Je vais donner une définition équivalente, mais dans un cas particulier très important. D'accord ? Et puis ensuite, je verrai comment ça s'ajuste pour le cas général. Je vais donc maintenant définir, en tant qu'exemple important, on connaît les fibrations, maintenant je vais définir une nouvelle structure mathématique qui me paraît très importante et que je vais appeler les feuilletages. Il y a les fibrations et puis il y a les feuilletages. Je prends un foncteur P d'une catégorie X dans la base et je vais définir qu'est-ce que ça veut dire que le foncteur P est feuilletant. Et la définition est extrêmement simple, presque plus simple que la définition d'une fibration ou d'une préfibration ou une chose comme ça. Je dis que P est feuilletant si et seulement si toute flèche F dans la catégorie X de Y dans X admet une factorisation en une flèche verticale, verticale voulant dire qui se projette suivant une identité, suivie d'une flèche cartésienne. Toute flèche se factorise en une flèche verticale suivie d'une flèche cartésienne. Voilà. C'est très simple. Pour les fibrations, c'est évident, parce que si je me donne une flèche F de Y dans X, je prends sa projection, PF, je prends une flèche, puisque j'ai affaire à une fibration ou même à une préfibration, je peux relever PF en une flèche cartésienne, K, et cette flèche K a même projection que F, et par conséquent, comme elle est cartésienne, j'ai une flèche verticale qui rend le diagramme commutatif. Donc, toute fibration, ou préfibration même, est un feuilletage. Mais feuilletage est plus faible parce que je ne demande pas que n'importe quelle flèche est un relèvement cartésien, je demande seulement que si une flèche a un relèvement, si ceci a un relèvement, elle a un relèvement cartésien. Et maintenant, je vais définir si P et P' sont des feuilletages. Qu'est-ce que c'est qu'un foncteur cartésien de P, enfin de X' vers X, dans ce cas particulier? Je peux le définir dans le cas général, mais dans ce cas particulier. Alors, donc, P et P' feuilletage. F qui rend le diagramme commutatif.
Qu'est-ce que ça veut dire que f est cartésien dans ce cas particulier? Et la réponse est la suivante. F est cartésien s'il vérifie les deux conditions suivantes. Premièrement, f préserve les flèches cartésiennes. C'est-à-dire f d'une flèche cartésienne est cartésien. Ça, c'est minimal. Mais deuxièmement, il y a une autre condition qui est la suivante. Deuxièmement, si j'ai un objet, si j'ai une flèche si j'ai un objet x', je mets des primes pour tout ce qui est dans la catégorie ici et pas de primes pour ce qui est là. Si j'ai un objet, si j'ai une flèche de y dans f d'un certain x', quel que soit le x'. Si j'ai une flèche, j'ai un objet ici, x', je regarde f d'x', et j'ai une flèche f. Comme ça. Alors, donc, flèche, petit f ici. Alors, quelque chose. Cette flèche f peut se factoriser en y, f, x', peut se factoriser en une flèche verticale suivie d'une flèche cartésienne. J'ai une factorisation comme ça. Voilà. Je vais tout de suite donner un exemple, comme ça on comprendra peut-être mieux que cette définition un peu abstraite qu'il faut manipuler beaucoup pour s'y habituer. Je suppose que toutes ces catégories sont des groupes. Voilà. Tout ça, c'est des groupes. Et ça, c'est des homomorphismes de groupe. Et je vais regarder qu'est-ce que ça veut dire que cette histoire-là. D'abord, si c'est des groupes, toutes les flèches sont des isomorphismes et par conséquent, toutes les flèches sont cartésiennes et même hypercartésiennes. Donc n'importe quel foncteur va préserver les flèches cartésiennes, parce qu'il préserve les isomorphismes, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que ça veut dire que cette condition? Dans ce cas très simple, cette condition, c'est la suivante. Je peux regarder l'image de x je peux regarder l'image de x'. On a toujours une inclusion et cette condition est satisfaite si cette inclusion est l'égalité. Si P et P' ont même image. La préservation des flèches cartésiennes est triviale, mais
cette deuxième condition signifie exactement que P et P' ont même image. Ah, ben regardons, même dans ce cas très très élémentaire, des choses qui sont vraies si j'ai cette condition-là, si P et P' ont même image, mais qui sont fausses sinon. Hein? C'est des groupes, c'est tout simple. D'accord? Bon. Il faut qu'on voit que c'est pertinent. Je regarde le noyau de P et le noyau de P'. Évidemment, les noyaux s'envoient l'un dans l'autre, ça sans aucune hypothèse. Maintenant, si j'ai cette condition, si P et P' ont même image, alors F est un homomorphisme injectif si et seulement si sa restriction au noyau est injective. C'est faux sinon. F est surjectif si et seulement si sa restriction au noyau est surjective. C'est comme ça, c'est des choses élémentaires de théorie des groupes. Et ça, c'est un cas particulier de théorèmes très généraux. Je suppose maintenant que F est cartésien avec P et P'. Feuilletant, je n'ai pas défini cartésien sans ça. Je vais donner des résultats qu'on ne connaît même pas dans le cas où c'est des fibrations et qui sont pourtant vrais. À savoir, F est fidèle. J'enlève ça, je garde la situation. Donc, pour chaque objet de la base, j'ai la fibre. Je désigne par X', la fibre de X' au-dessus de I, et XI, la fibre de X au-dessus de I. Alors, F est fidèle si et seulement si la restriction de F aux fibres est fidèle. F est plein si sa restriction aux fibres est pleine. Et il y a toute une longue liste qui montre que cette définition est très forte, en ce sens que pour reconnaître pour un foncteur cartésien il a telle ou telle propriété, il suffit de le voir fibre à fibre. C'est automatique en regardant fibre à fibre. Le cas des groupes dont j'ai parlé, c'est un cas très particulier parce qu'il n'y a qu'une seule fibre, qui est le noyau. Il y a une fibre ici, une fibre là. Il n'y a qu'une seule fibre. Et j'ai dit que c'était fidèle si la restriction au noyau
et fidèle, que c'était surjectif sur la restriction au noyau et surjective, etc. Ben, c'est un phénomène général. Ça veut dire en particulier la chose suivante. Si j'ai une autre catégorie, mettons C, et un foncteur de C vers B, je peux prendre les produits fibrés, les images réciproques. Si P et P' sont feuilletants, alors les images, c'est stable par image réciproque, et par conséquent, pour les fibres, c'est pareil. Les fibres sont les mêmes dans les images réciproques. Donc ces propriétés sont stables par image réciproque. Or, ce n'est pas vrai en général que les foncteurs pleinement fidèles, c'est stable par pullback ou des choses comme ça, ou les équivalences ou des choses comme ça. Mais là, ça montre que cette notion est bonne en ce sens que pour reconnaître une propriété d'un foncteur cartésien, il suffit de tester fibre à fibre. Il suffit de tester fibre à fibre. Et je répète, ces choses-là ne sont pas, une partie de ces choses-là ne sont même pas connues lorsque P et P' sont des fibrations. Une partie est connue, mais sinon, il y en a d'autres qui ne sont pas connues. Alors il ne reste plus maintenant, bien entendu, je n'ai aucune preuve ni rien du tout, il ne reste plus maintenant, pour à peu près avoir fait le tour de ce que je voulais dire, qu'à définir ce que c'est qu'un foncteur cartésien sans supposer P et P' feuilletants. Qu'est-ce que c'est qu'un foncteur? On a deux foncteurs arbitraires et un foncteur qui rend ce diagramme commutatif. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est cartésien? Là, j'avais besoin, quand c'est feuilletant, ça va, une des conditions consistait à dire qu'il préservait les flèches cartésiennes, mais quand il y a très peu ou pas du tout de flèches cartésiennes, qu'est-ce que ça veut dire quand même que le foncteur est cartésien? Alors là, ce n'est pas une condition très simple, sauf si on a l'habitude, je vais la donner quand même. La première donc, qu'est-ce que ça veut dire F cartésien? Alors, la première condition, c'est la suivante. Elle va ressembler à ce que j'avais lorsque ces foncteurs étaient feuilletants. C'est que si j'ai une flèche ici de Y dans F de X', d'accord? Elle se factorise verticale, ça veut toujours dire que la projection, l'image par P ou par P', suivant le cas, est l'identité. Elle se factorise en une flèche verticale suivie d'une flèche f de f prime, où f' est une flèche voilà. Toute flèche comme ça, mixte, de y. Bien entendu, tout ça a beaucoup de façons d'être dit. Je dis d'une seule manière parce que je ne peux pas... Toute flèche, donc, d'un y dans un f d'x' se factorise comme ça. Deuxième chose importante, c'est la suivante. Si j'ai deux telles factorisations,
une autre factorisation, V1 f de y'1 et f de f'. Si j'ai deux telles factorisations, alors elles sont, comme je dis, homotopes. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que je peux trouver un zigzag avec toutes ces flèches-là étant des f de quelque chose et toutes ces flèches-ci étant verticales et le diagramme commutatif. Ça peut s'exprimer en termes de foncteurs finaux, etc., mais bon, on n'a pas le temps. Bien entendu, ça c'est automatiquement satisfait si j'ai ici des feuilletages. Parce que si j'ai un truc comme ça, je peux mettre ici une flèche cartésienne et j'aurai la factorisation automatiquement, et donc ça sera tout dans la même composante connexe. Je suis un peu désolé, mais c'est tout ce que je peux dire compte tenu du fait que beaucoup de choses indispensables ne sont pas connues ici. Par exemple, j'ai des quantités de lemme sur les foncteurs finaux dont j'ai besoin. Toutes ces choses-là consistent à dire que certains foncteurs sont finaux. Je vais aussi dire peut-être quelque chose d'amusant, parce que ça touche à beaucoup de domaines, dire quelque chose d'amusant sur les attracteurs et les catégories attractives. Voilà. J'ai besoin de ça dans les calculs. Les flèches cartésiennes sont des attracteurs particuliers. Mais bon. Je prends une catégorie C quelconque et je prends un objet A de C et je vais dire qu'est-ce que c'est que A est un attracteur. Ça signifie la chose, c'est par définition, hein. C'est la définition est la suivante, c'est que pour chaque objet X qui est dans la même composante connexe que A, qui peut être relié à A par un zigzag. D'accord? Alors, il existe une et une seule flèche de X dans A. Donc c'est comme un objet final, mais au lieu d'un objet final, ça veut dire n'importe quel objet s'envoie de manière unique dans A. Mais là, c'est moins fort, c'est n'importe quel objet qui peut être relié à A, automatiquement peut l'être par une flèche unique. Et donc, je dis que C est attractive si tout objet a un morphisme dans un attracteur. En d'autres termes, c'est une autre façon de le dire, toute composante connexe de C a un objet final.
ça généralise la notion de catégorie à objets finaux. Ne demande pas qu'il y ait un objet final globalement, mais que chaque composante connexe, que C puisse se décomposer en composantes connexes, chacune d'entre elles ayant un objet final. Alors c'est très intéressant de savoir, je donne, c'est pour que vous voyez un peu quelle sorte de jardin on va explorer. Par exemple, un foncteur final préserve les attracteurs. On sait qu'un foncteur, s'il y a un objet final, on sait qu'un foncteur final préserve l'objet final. Mais un foncteur, il peut très bien ne pas y avoir d'objet final, un foncteur final préserve les attracteurs. Il préserve les attracteurs et en plus, il induit une bijection sur les composantes connexes. Si j'ai un foncteur final, mettons, phi, entre deux catégories C et C', final, alors, premièrement, il induit une bijection des composantes connexes. Deuxièmement, si C et C', si C est attractive, il en est de même de C', et il préserve les attracteurs. On a besoin de ça. Pourquoi ça? Si vous voulez, les flèches cartésiennes apparaissent comme des attracteurs. Des attracteurs dans des catégories de flèches. Vous voyez, ici, si par hasard j'ai une flèche cartésienne là-dedans, toute s'envoie, parce que si la flèche est cartésienne, toute s'envoie dedans. Donc, c'est pour calculer sur des flèches cartésiennes, il est bon d'avoir détaillé des lemmes sur les catégories attractives et les attracteurs. Voilà, c'est pour vous montrer que on est amené à faire des digressions, entre guillemets, dans des domaines très variés de théorie des catégories, si on veut mener à bien ce travail sur les catégories feuilletées, etc. Voilà, je vous remercie.